Et il nous paraissait important de poursuivre sur cette dynamique autour d'une journée d'échange et une journée qui se veut interactive avec vous, notamment autour des 25 propositions qui sont faites dans ce rapport et qui, je le rappelle, ont été co-construites avec des personnes détenues, avec un certain nombre de partenaires associatifs, avec un certain nombre d'entre vous qui êtes présents ici aussi aujourd'hui. Et du coup, vraiment, l'enjeu de cette journée, c'est de continuer à débattre ensemble, à échanger sur la suite, avec en toile de fond le contexte de l'élection présidentielle que vous avez pleinement en tête, et puis des États généraux de la justice. Juste un petit point d'organisation sur la journée. Donc, ce matin, on va avoir un petit mot d'introduction, j'y reviendrai après. Ensuite, un temps de présentation du rapport et d'échange avec un certain nombre d'intervenants qui nous rejoindront sur scène. En fin de matinée, des ateliers auxquels vous vous êtes déjà inscrits. Vous avez toutes vos informations, enfin toutes les informations pardon, dans le dossier du participant qui vous a été remis. Un temps de pause déjeuner, si vous avez des complexités logistiques ou organisation, il y aura toujours quelqu'un à l'accueil pour vous renseigner, donc n'hésitez pas. Et on reprendra à 14 h avec un concours d'éloquence qui sera donc sur le sujet de notre journée et qui sera réalisé par des étudiants avocats. Et on aura une table ronde cet après-midi qui se focalisera un peu plus sur l'axe 3 du rapport. J'en dis pas plus, on aura le temps de rentrer plus dans les détails, avant de conclure la journée par la réaction de 2 grands témoins qui viendront nous parler un peu de leur ressenti et de ce qu'ils ont perçu de cette journée. Donc voilà dans les grandes lignes pour aujourd'hui. Si vous avez des questions que vous avez retenues, vous avez tout dans le dossier du participant ou vous vous rendez à l'accueil. Je vais passer la parole à nos introducteurs de la journée, à savoir Véronique Devise, donc, qui est présidente du Secours catholique Caritas France et qui sera accompagnée d'Éric Caudron, qui est écrivain public en détention, et Antoine Sueur, qui est président d'Emmaüs France. Je vous laisse avancer au pupitre pour la suite. Merci. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Et merci d'être présents, si nombreux. Le Secours catholique lutte contre la pauvreté et l'exclusion partout en France grâce à son réseau de 60 000 bénévoles. Parmi eux, 2 000 sont investis en prison. Chaque rencontre en prison est l'occasion d'établir une relation de confiance qui peut se poursuivre par un accompagnement à la sortie. Le rapport donne la priorité aux personnes qui ont connu la détention. Nous avons souhaité introduire les débats de notre journée par la parole d'Éric, écrivain public en détention. Merci Éric d'être avec nous et d'avoir accepté de nous partager ton expérience et ta réflexion. Bonjour à toutes et à tous. Je fais une petite note, sinon je vais vous prendre la journée, je vais être trop long, comme ça je vais essayer de suivre le cadre. Travailler en détention, c'est donner un sens à la peine. C'est aussi permettre de rendre une part de la dignité que la personne laisse en arrivant en prison, avec les clés de voiture et les papiers d'identité. Écrivain public bénévole durant ma détention, je n'ai pas été confronté personnellement à la situation d'indigence, mais je peux témoigner au nom des personnes que j'ai accompagnées dans leurs demandes, nombreuses pour certaines, aux fins d'obtenir un travail. Pour certaines personnes, ne pas pouvoir aider financièrement leur famille de l'intérieur était pire que l'emprisonnement par lui-même. Pour d'autres, travailler en prison permettait une autonomie financière sans être au crochet de la famille ou dépendant des 20 € d'indigence par mois. La pauvreté et l'indigence, sous toutes ses formes, stigmatisent et détruisent la personne et peuvent aller jusqu'au suicide. Ne pas travailler, c'est ne pas pouvoir bénéficier des remises de peine, ne pas pouvoir payer les parties civiles, ne pas pouvoir financer le coût des permissions de sortir ou encore ne pas avoir les moyens de survivre lors de la libération en attendant le RSA ou un CDD grâce au pécule de libération. Pour d'autres encore, travailler, c'est améliorer l'ordinaire et ne pas avoir faim. Merci beaucoup, Éric. Tu as lu l'essentiel. Tu nous amènes d'emblée au cœur du débat. Tu nous rappelles combien la dignité humaine est inaliénable. Elle n'est pas négociable. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, elle appartient à chaque être humain.
Préserver la dignité en prison, répondre à la quête d'humanité, être considéré comme une personne à part entière, cela revient dans toutes les prises de parole. En prison, cela peut signifier avoir le choix entre différentes options, s'agissant des repas, des vêtements ou des heures de visite. C'est la première étape pour favoriser l'autodétermination. Malheureusement, le système pénal prive souvent les personnes détenues de toute possibilité de choisir et exige obéissance et conformisme. La première règle pénitentiaire européenne nous rappelle que toutes les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l'homme. La quatrième règle nous dit « Les conditions de détention qui violent les droits de l'homme des prisonniers ne peuvent et ne doivent pas être justifiées par un manque de ressources. » Et pourtant, les personnes détenues nous disent manquer d'intimité et de traitement adéquat de la part du personnel pénitentiaire. Préserver l'identité des personnes ainsi que leur santé physique et mentale sont des conditions préalables importantes pour vivre dans la dignité humaine. Être visiteur de prison, je l'ai expérimenté pendant 2 ans. C'est témoigner auprès des personnes détenues que la société civile ne les abandonne pas. C'est leur rappeler que la personne ne pourra jamais être réduite à sa faute, quelle qu'elle soit. C'est prendre le temps de passer ces multiples portes liées à la détention, de prendre le temps de l'écoute et de la rencontre des personnes qui souffrent de leur incarcération, mais aussi de tout ce qui leur a manqué depuis qu'ils sont nés. C'est apporter un peu d'humanité et d'espérance. Face à la surpopulation carcérale, en janvier 2022, nous avons signé avec Antoine Sueur, président d'Emmaüs, ici présent, et plus de 30 associations et syndicats, une tribune publiée dans le quotidien Le Monde qui alertait du risque sanitaire exponentiel lié à la promiscuité en prison. En 2020, des décisions politiques exceptionnelles, telles que des réductions de peine et d'aménagements de fin de peine anticipés, ont permis pour la première fois depuis 20 ans de passer sous la barre des 100% de densité carcérale, sans aucune flambée de délinquance constatée par ailleurs. Aujourd'hui, nous avons retrouvé le niveau de surpeuplement d'avant Covid et nous appelons fermement à la reconduction de ce type de mesures. La CNCDH, qui a auditionné nos 2 associations, fait le constat de l'échec du modèle pénitentiaire français. La Commission recoupe la plupart de nos recommandations. La Commission appelle à un mode contraignant de régulation carcérale en amont et une augmentation significative des personnels judiciaires et pénitentiaires qui concourent à la réinsertion à la sortie, ce qui supposera la mobilisation des autres administrations, de la société civile et des magistrats, comme vient de le rappeler dans une tribune Madame Simoneau, ici présente, qui conclura notre journée. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Bonjour à tout le monde. Vous vous demandez peut-être ce qu'Emmaüs vient faire dans cette aventure, enfin dans cette question sur les prisons. Pour nous, c'était les débuts de l'aventure. Il faut rappeler que Emmaüs est né de la rencontre d'un curé, fils de riche, homme politique, et qui tout d'un coup rencontre un bagnard suicidaire. Et c'est ainsi que l'histoire d'Emmaüs a commencé. En fait, on n'a jamais quitté cette question. L'ancien responsable de communauté que je suis, puisque je l'ai fait pendant de longues années, se souvient très bien que très rapidement, on est confronté à cette question de la justice et de la prison pour bon nombre de ceux qu'on accueillait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand cette aventure s'est poursuivie, et on peut dénombrer environ 1000 personnes accueillies dans nos structures de façon très diverse, soit pour des travaux d'intérêt général, soit pour des sorties de prison dans les fermes. Pardon, excusez-moi, j'ai un petit problème de voix de temps en temps, il faudra me pardonner. Dans des fermes qui préparent à l'insertion et à la sortie.
Et c'est vrai que c'est une question qui ne nous a pas quittés, alors que nous sommes plutôt visibles pour la récupération, pour le logement et pour d'autres grands combats que nous menons. Aujourd'hui, la question des prisons, elle pose la question d'une poche d'invisible, d'une espèce de cul-de-sac dans lesquels les gens ne sont pas visibles et s'enfoncent de façon souvent irrémédiable dans la pauvreté. C'est un des angles morts de notre société et on doit constater qu'aujourd'hui, la prison étant vraiment en bout de chaîne, invisible, et elle est aussi un mode de gestion de la pauvreté, comme ce rapport le rappelle. En nous appuyant sur les propositions, puisque notre rapport que vous avez sans doute lu, en nous appuyant sur des propositions qui sont issues directement de l'expression des personnes, on a fait un certain nombre de propositions. Je pense qu'elles seront au cœur de notre débat aujourd'hui. Il y a tout de même une urgence. Que la prison cesse d'être la peine de référence. Il y a, et l'expérience le montre ici en France et ailleurs, tant d'autres moyens de faire sortir les gens de la peine où ils sont tombés. Et il faut remarquer qu'aujourd'hui, ce qui se passe au niveau public, et notamment on peut le repérer dans cette période électorale, nous inquiète, tant les réponses que l'on voit au plan politique qu'au plan budgétaire ne nous rassurent pas du tout. Alors, la prison, évidemment, comme on le sait, sous la forme où elle est pratiquée aujourd'hui, ne règle rien telle qu'elle est. Il y a d'autres voies à explorer. J'espère que cette journée nous permettra de partager, d'échanger. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et merci de votre présence. Merci à vous pour ce temps d'introduction qui donne le tempo de la journée. Je vais demander à Jean Caël, qui est responsable du département de prison-justice du Secours catholique, et Marion Moulin, qui est responsable national chez Emmaüs France, de nous rejoindre pour avancer sur la présentation du rapport et des recommandations. On a pris un peu de retard, donc je raccourcis au maximum les temps intermédiaires. Mais l'idée, c'est voilà, de rentrer un petit peu plus dans le détail du rapport avec la présentation de Jean et Marion. Je vous laisse y aller ? Oui. Parfait. Bon, c'est un pupitre de musique, mais je ne vais pas chanter, rassurez-vous. Tu peux enlever ton masque, Jean. Oui. Désolée, les inconvénients du masque. Voilà. Bien. Donc, on voudrait remercier particulièrement les 11 170 personnes qui ont rempli le questionnaire. Bon, sur 70 000, c'est quand même un échantillon relativement représentatif, et aussi dans plus de 70 établissements de tout type, donc maisons d'arrêt, centres de détention, centrales, et aussi auprès de sortants et de groupes de proches des familles, voilà, des personnes détenues. Donc voilà, c'est ce que nous allons vous présenter. Et nous tenions également à remercier chaleureusement les bénévoles et salariés des organisations partenaires, dont de nombreux représentants sont présents ici et en ligne, puisque cette consultation inédite des personnes détenues n'aurait pas pu être réalisée sans leur concours et leurs investissements, notamment dans la diffusion des questionnaires en détention et dans les réflexions autour des préconisations de ce rapport. Un grand merci également à nos soutiens qui nous ont fait part d'un accompagnement et d'une expertise au cours de ce projet, la Fondation de France, la Fondation Jalmal et Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Et enfin, nos remerciements aux équipes du Secours catholique et Emmaüs France, bénévoles comme salariés, qui au cours des 2 dernières années nous ont accompagnés, Jean et moi-même, dans cette aventure. Et enfin, un merci particulier à Aline Dayer, qui est également présente aujourd'hui et qui est la rédactrice de ce rapport. Bien, alors la présentation succincte des objectifs du rapport, qu'est-ce qu'on cherchait à faire ? Eh bien, d'abord, objectiver le lien prison-pauvreté. Parce que on peut être, en tant que bénévole ou salarié, soupçonné d'une compassion, de gentillesse, d'être angélique, etc. Donc il nous fallait un peu de matière objective, de chiffres, et cela recoupera d'ailleurs notre première recommandation. C'est indispensable pour évaluer la réussite ou pas des politiques mises en place. Et tout en abordant la question de la pauvreté, on s'est dit il faut la prendre dans sa dimension, dans toutes ses dimensions, donc à la fois monétaire et matérielle, la première peut-être à laquelle on pense, mais aussi la pauvreté culturelle,
qui est importante, spirituelle, de relations sociales. Voilà, dans toutes ces dimensions. Et justement, pour mettre en œuvre cette vision multifactorielle de la pauvreté, nous avons cherché à appréhender la diversité des facteurs d'exclusion et de vulnérabilité des personnes détenues, en mesurant notamment l'impact de la détention sur leur profil socio-économique, en comparant notamment leur situation avant, pendant et après. Et comme cela a été dit dans les propos introductifs, nous nous sommes attachés à mettre au cœur la parole des personnes détenues et à partir de leurs témoignages et de leurs propositions, puisque nous sommes convaincus qu'il est indispensable aujourd'hui de relégitimer la parole des premiers concernés, car vivant cette situation, nous sommes convaincus qu'ils sont également les mieux placés pour nous en proposer des solutions pour en sortir. Bien, alors le rapport lui-même est donc composé en 3 parties, assez naturelles, avant, pendant, après. Avant, qui est-ce qui risque le plus d'aller en prison et quel est l'environnement social et juridique de cela? Et puis, pendant la détention, eh bien, on constate une aggravation du risque de précarisation des personnes. Et à la sortie, ce sera le sujet cet après-midi de notre table ronde. Mais entrons dans cette première partie avant. Qu'est-ce qui se passe en amont de la prison ? Nous n'aurons pas l'occasion, durant cette courte présentation, de vous présenter l'ensemble des données du rapport dont vous disposez dans votre dossier participant, mais nous souhaitions vous en présenter les éléments saillants. Et en premier lieu, cette enquête elle est venue confirmer un constat de longue date qui avait déjà été démontré par plusieurs études antérieures, qui démontre que les personnes qui vivent en situation de précarité sont plus souvent condamnées à des peines d'emprisonnement et par conséquent que la prison demeure aujourd'hui en France une peine sociale. Et ça s'incarne notamment au travers du mécanisme de la comparution immédiate, qui est une procédure de jugement rapide pour des délits de faible gravité, et qui a notamment été conçu pour désengorger les tribunaux, dont on sait qu'ils font face à une charge massive. Un article du Monde paru hier parlait de 35% de magistrats manquants en poste selon les chefs de juridiction. Et donc cette procédure de comparution immédiate, elle multiplie par 8 le risque d'une incarcération pour les personnes concernées, et elle concerne majoritairement des personnes qui disposent de peu de garanties de représentation. Sous ce terme poli de garantie de représentation se cachent les personnes qui sont sans emploi, au plus faible revenu, nées à l'étranger ou sans domicile fixe. Alors le premier paramètre qui va être étudié, c'est le niveau d'études. Alors là, il n'y a pas de surprise, il y a des étudiants de Sciences Po parmi vous, mais en prison, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc le niveau moyen est nettement plus bas que celui de la population générale. 35% des répondants à notre questionnaire n'ont aucun diplôme. Voilà, contre 14% dans la population générale. C'est assez éloquent. Et ce taux atteint une personne sur 2, 56%, dans la tranche des 17-27 ans, qui constitue le gros des effectifs de la détention. Bon, on pourrait détailler un petit peu, mais on n'a pas trop le temps. Et comme l'a dit Marion, vous l'avez dans le rapport qui est dans votre dossier. Enfin, j'aimerais finir quand même sur un chiffre. 12% des répondants sont titulaires seulement d'un diplôme Bac+2 ou supérieur. Et donc, je crois qu'on peut dire qu'il y a un biais, parce que qui répond à un questionnaire? Ceux qui s'y sentent pour écrire, qui se sentent légitimes d'avoir une voix qui compte, et en creux, ceux qui ne se sentent pas, ceux qui n'osent pas, ceux qui se disent de toute façon on s'en fout de ce que je peux dire. Voilà, c'était important d'essayer de saisir la parole. Et je repense à une anecdote d'une personne détenue qui nous a écrit en disant envoyez-moi des questionnaires que je puisse les faire passer à des co-détenus. Donc voilà, je pense que à ceux qui n'osaient pas, je pense que c'est important et que ça fait partie de la démarche, parce que c'est une pauvreté de ne pas se reconnaître interlocuteur. Et effectivement, ce faible niveau d'études chez la majorité des personnes détenues, il a des conséquences directes sur leur situation d'emploi. Seule la moitié des femmes et des hommes que nous avons interrogés étaient en situation d'emploi avant leur incarcération, alors que 2/3 de la population française l'est. Et pour celles qui se trouvaient en situation d'emploi, globalement, elles avaient des statuts beaucoup plus précaires que dans la population générale. Ainsi, dans la population française, 75% des personnes, 3 sur 4, ont un CDI, alors que c'est le cas de seulement 45% des personnes détenues qui étaient en emploi. 35% d'entre eux relevaient au contraire de contrats à durée indéterminée ou de statuts intérimaires. Et les données relatives aux catégories socio-professionnelles viennent totalement évidemment confirmer cette tendance, puisque nous avons une surreprésentation très forte des ouvriers et des employés
20% d'ouvriers dans la population générale et 39% en détention. Alors qu'à contrario, il y a bien sûr une très forte sous-représentation des professions intermédiaires et des cadres. Et évidemment, cette situation d'emploi, elle a des conséquences directes sur les ressources dont disposaient les personnes détenues avant d'être incarcérées. Si la moitié des personnes avaient un revenu d'activité, 15% d'entre elles déclaraient n'avoir aucune ressource avant leur détention et près d'un quart être uniquement bénéficiaires de prestations sociales. Il y a deux catégories qui sont particulièrement touchées par cette précarité des ressources. Ce sont les femmes qui ont moins souvent un salaire que les hommes interrogés et les étrangers qui, pour 1 sur 4, n'avaient aucune ressource, ce que l'on peut facilement identifier pour certains lié à l'irrégularité de leur situation et à l'impossibilité de travailler légalement en France. Nous nous sommes également interrogés sur le type d'habitat, puisque c'est évidemment aussi un indicateur de pauvreté. Et là aussi, le constat est sans appel. Nous avons une sous-représentation très forte des propriétaires. 58% de la population française est propriétaire, nous n'en trouvons que 13% derrière les murs. Et les personnes avaient là aussi globalement des situations d'habitat beaucoup plus précaires. 39%. 27% étaient hébergés chez des proches, alors que les autres étaient en foyer ou encore sans hébergement. Là encore, les personnes étrangères sont nettement plus touchées, puisque ce pourcentage monterait à 12% pour les personnes sans domicile. Alors, quelles sont nos préconisations sur ce premier volet avant la prison ? L'une des raisons d'être de cette étude, Jean l'a dit en introduction, était d'avoir des données fiables, actualisées et surtout communiquées au grand public, puisque la dernière grande étude sur le sujet a été réalisée par l'INSEE en 2000, il y a plus de 20 ans. Notre première recommandation va donc dans ce sens pour que nous puissions enfin évaluer l'impact des politiques publiques qui sont menées sur la situation des personnes détenues et aussi permettre aux acteurs de la société civile, notamment les associations, de pouvoir s'en saisir pour orienter leurs actions. Cette connaissance nous paraît aujourd'hui indispensable pour mieux saisir le phénomène. Alors la seconde recommandation, et c'est pas la moindre, c'est de favoriser les sanctions non carcérales. Alors en matière d'alternatives aux poursuites, en matière d'alternatives à la détention provisoire et en matière d'alternatives à l'incarcération. On rappellera quand même qu'il y a 9 décisions sur 10 concernant les délits qui aboutissent à de l'emprisonnement ferme. Donc c'est quand même un chiffre assez considérable. Si on veut sortir d'un paradigme purement répressif, c'est une notion fréquemment abordée par les acteurs de la prison, qui voient bien les effets, peut-être on se demande si les politiques les voient parfois, c'est qu'il faut des sanctions plus intelligentes, je crois qu'on peut le dire, basées sur la confiance et la responsabilisation des personnes. On a parlé d'autodétermination des personnes placées sous main de justice, et exécutées au sein de la société civile avec le concours, disons, l'environnement de la société civile, ça semble important. Et à noter enfin que c'est le coût donc pour la puissance publique de ces mesures dites alternatives est bien moindre que celui de l'emprisonnement pour une efficacité meilleure, et ça les statistiques le disent aussi, tout en évitant, et c'est aussi fondamental, les effets désocialisants et paupérisants de la prison. Et enfin, notre dernière recommandation, sans surprise, porte sur la refonte totale de la procédure de comparution immédiate. Et tout comme le développement des sanctions non carcérales, cela implique d'augmenter massivement les moyens humains alloués aux juridictions de jugement afin de permettre des procédures de jugement respectueuses des droits des personnes et qui permettent aux avocats et aux associations de mobiliser, d'avoir le temps de mobiliser des dispositifs d'accompagnement, notamment pour permettre à ce que les personnes les plus précaires puissent bénéficier de ces sanctions alternatives plutôt que d'être envoyées, parfois par simplicité, par souci d'efficacité de la justice, directement en détention. Nous allons maintenant entrer dans la suite logique, dans le chapitre 2 de cette étude que nous avons intitulée « Prison, la double peine de la paupérisation ». Le constat central qui est majoritairement remonté par ce biais, c'est le constat d'une aggravation de la situation des personnes durant leur détention. Un des éléments que nous n'évoquons pas ici, mais dont nous souhaitions vous faire part en introduction, c'est celui de l'indignité des conditions de détention, qui est remonté via de très nombreux témoignages, avec un grand nombre de personnes qui aujourd'hui ne sont pas en capacité de satisfaire leurs besoins primaires, se vêtir, se nourrir, prendre contact avec leurs proches.
C'est un constat qui est largement détaillé dans les nombreux rapports du contrôleur général des lieux de privation de liberté et au travers également des très nombreuses condamnations de la France par les juridictions françaises et européennes sur ce sujet. Nous ne le développons donc pas ici, mais il est développé beaucoup plus largement au sein du rapport. Commençons donc par la dimension monétaire, celle à laquelle on pense peut-être en premier. Voilà, en termes de pauvreté. Les ressources en détention sont faibles et en tout cas insuffisantes pour faire face aux dépenses courantes que suppose la détention. Ces dépenses sont estimées à 200 € par mois, alors que près d'un tiers des répondants à notre enquête vit avec moins de 20 € par mois. Donc la pauvreté comme facteur de vulnérabilité, eh bien, assez logiquement, elle va nourrir, alimenter toute une économie souterraine, toutes des pressions dont les plus vulnérables vont être victimes. Et il s'ensuit des violences, des intimidations, des menaces, et ce qui est nuisible à tout le monde, autant au personnel, à l'efficacité de l'intervention du service public et aux personnes détenues entre elles du fait de la violence. 2 tiers des personnes interrogées sont en situation d'endettement. Parce que bien sûr, les dettes qu'elles avaient contractées avant la détention continuent à courir et même à s'aggraver puisque la personne a beaucoup plus de mal à les rembourser. Mais je crois que demain, on reverra cette question de manière plus approfondie. Et enfin, comme on l'a déjà signalé, toutes les difficultés sont potentialisées, notamment monétaires, pour les personnes étrangères. Et au-delà des données factuelles et objectives sur la pauvreté, il nous est apparu important d'interroger les personnes sur leur ressenti. Est-ce qu'elles se sentaient ou non comme étant en situation de pauvreté ? Et près de la moitié des personnes que nous avons interrogées se définissaient déjà comme étant pauvres avant leur incarcération. Et ce pourcentage augmente à 70%, avec un sentiment très fort d'aggravation une fois qu'elles sont en détention. Et sur les personnes qui, elles, ne s'identifiaient pas comme pauvres avant leur incarcération, la moitié ils ont désormais l'impression de l'être. Et tout comme la crise Covid, pour des personnes qui avaient des situations plutôt précaires à l'extérieur, a pu être un point de bascule dans la pauvreté, on constate aujourd'hui le même phénomène au sein de la prison, ce qui est particulièrement inquiétant et qui vient interroger particulièrement l'insuffisance, voire l'échec des mécanismes d'accès aux droits qui ne permettent pas aux personnes issues plutôt de classe moyenne avant leur incarcération de ne pas s'appauvrir durant la prison. Alors, voyons comment cela se traduit en termes de recommandations synthétiques, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, évidemment. Donc, on a défini un espèce de socle minimal qui permettait de voir sa dignité respectée en détention et garantir les besoins primaires. La revalorisation de l'aide aux personnes sans ressources suffisantes devrait être de 50 € d'après les répondants, 50 € par mois, d'après les répondants à notre enquête, et avec une indexation sur le montant du prix des cantines, parce qu'on sait que c'est plus élevé qu'à l'extérieur en général. L'augmentation de l'aide serait, a annoncé la direction de l'administration pénitentiaire, portée à 30 €. Voilà, donc, mais je crois que ce n'est pas encore applicable. On pourra en discuter avec des membres de l'administration pénitentiaire qui sont présents avec nous aujourd'hui, mais on peut quand même signaler que c'est un premier pas dans le bon sens, mais un premier pas. Un mécanisme de contrôle de l'approvisionnement des stocks et de la budgétisation pour qu'il y ait suffisamment de stocks jusqu'à la fin de l'année devrait pouvoir être mis en place pour garantir qu'on ne soit pas en rupture de stock. Et, ah non, il n'y a plus de kit hygiène, zut. Voilà. Et puis, lorsque on a constaté, oui, le prix des cantines, j'en parlais tout à l'heure, et ça a de quoi questionner quand on voit le différentiel qu'il y a par rapport à des produits équivalents à l'extérieur. Une question qui nous est apparue centrale, c'est celle du travail. C'est la première demande qui est ressortie des questionnaires de la part des personnes détenues. Leur première proposition de lutte contre la pauvreté, statistiquement, ce n'est pas l'augmentation de l'aide aux personnes sans ressources suffisantes, c'est l'augmentation de l'offre de travail. Et aujourd'hui, le constat que nous développerons également dans un atelier en fin de matinée est que l'offre est non seulement trop peu nombreuse, insuffisante, mais aussi inadaptée aux besoins de réinsertion. Rappelons simplement que seuls 29% des personnes détenues ont aujourd'hui accès au travail et aux ateliers seulement en moyenne 17 heures par semaine.
Les personnes détenues pointent notamment le manque de diversité des postes et le caractère peu valorisant et formateur des postes proposés. Les témoignages recueillis montrent que le travail est souvent perçu comme extrêmement dévalorisant, avec des tâches répétitives, presque aliénantes, qui n'existent aujourd'hui quasiment plus à l'extérieur. Évidemment, sont également pointés du doigt les très faibles salaires, qui varient entre 20 et 45% du SMIC, et bien souvent le non-respect de l'interdiction du travail à la pièce, pourtant inscrit dans la loi depuis plusieurs années. En ce sens, la loi Confiance dans l'institution judiciaire, qui a été votée en décembre dernier, pose les premières pierres d'un statut du travailleur détenu que nous ne pouvons que saluer. Cependant, pour nous, il ne peut s'agir que d'une première étape, notamment car la question des salaires et de la flexibilité du travail, qui sont centrales, ne sont pas abordées. Au-delà de l'augmentation de l'offre, il nous paraît donc extrêmement important de porter une attention particulière à la qualité des tâches qui sont proposées aux personnes détenues dans le cadre du travail pour leur permettre d'être valorisées et de développer des compétences réellement utiles à la réinsertion. De nombreuses initiatives en ce sens ont vu le jour, notamment depuis 2016 à travers l'expérimentation de création d'ateliers chantiers d'insertion en prison, mais elles ne concernent aujourd'hui qu'un nombre très restreint de personnes détenues et ce mouvement doit impérativement être amplifié. Par ailleurs, nous demandons à ce que la rémunération minimale soit rapprochée au maximum de celle de l'extérieur à tâches équivalentes, avec la garantie d'un salaire minimum fixe, afin que les personnes puissent assumer le coût de la vie en détention et leurs dépenses extérieures, y compris quand les heures de travail sont annulées pour des raisons totalement indépendantes de leur volonté. La garantie des droits sociaux, évidemment, là aussi une progression avec la loi Confiance dans l'institution judiciaire, mais un vrai travail reste à faire. Et nous y serons extrêmement vigilants, notamment dans le cadre de la parution des ordonnances et des décrets d'application. Enfin, sujet qui nous paraît central au vu du très faible niveau d'études des personnes détenues, celui de la formation professionnelle, qui demeure aujourd'hui totalement sous-utilisée comme outil d'insertion. La formation doit être qualifiante, correspondre évidemment aux offres d'emploi à l'extérieur autant que faire se peut, et surtout être rémunérée pour que les personnes n'aient pas à choisir entre travail et formation. Et enfin, son caractère diplômant ou qualifiant est indispensable pour que les personnes puissent avoir une chance dans les entreprises classiques à leur sortie. Bien, on va passer à un autre paramètre qui est celui qui arrive en tête lorsqu'on pose la question aux gens qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre pour vous en détention ? Eh bien, c'est le manque de relations sociales. C'est se sentir seul, se sentir loin de ses proches, se sentir... Oui, loin de ses proches. Bon, je n'ai pas fait exprès. Se sentir isolé, ce sentiment de ne pas être relié à une communauté. Voilà, donc 40% des gens, c'est sur la diapo, n'ont pas de visite parmi les répondants. C'est terrible, c'est un chiffre assez énorme. Et donc c'est vraiment ça qui fait souffrir les gens en premier. Voilà. Ensuite, quelles recommandations en déduisons-nous ? Eh bien, la famille est un des principaux supports quand on sort, et quand on n'en a pas, eh bien, on sent vraiment sur qui peut-on s'appuyer, sur qui peut-on se reposer. Bon, les professionnels ne sont pas toujours présents au rendez-vous, et l'expérience vécue par les personnes que nous avons accompagnées, et dont certaines sont dans la salle, témoigne de cette grande difficulté. En détention aussi, quelque chose qui est remonté très fort dans les questionnaires, c'est le prix du téléphone, le prix prohibitif des communications téléphoniques, surtout pour ceux qui communiquent avec leur famille qui est dans les territoires ultramarins. Et puis on pourrait imaginer qu'il y ait une dotation minimale, un forfait, comme ça existait dans la première période de Covid, pour les personnes indigentes, enfin dépourvues de ressources suffisantes. Ça fait partie de l'idée de socle minimal de dignité dont on parlait tout à l'heure. Ensuite, on pourrait demander l'application effective de la loi, excusez-nous du peu, mais pour la mise en place d'unités de vie familiale. Tous les établissements n'en sont pas encore pourvus. Voilà. Et puis, améliorer les conditions matérielles de parloir. Et enfin, c'est un point qui est aussi de nos jours à développer, c'est l'accès à Internet. Comment peut-on imaginer de se réinsérer à la sortie quand on débarque par rapport à tout ce qu'il y a sur le net ? Et donc, il n'y a que quelques petites initiatives. Bon, bien sûr, on ne demande pas un accès libre à Internet, mais on imagine que ce serait possible de le faire de manière bridée avec certains services publics, etc. Et je crois que le dernier rapport tout récent sur la dématérialisation des services publics de la Défenseure des droits fait allusion
au fait justement qu'il n'est pas normal que les personnes incarcérées n'aient pas un accès un peu plus développé à l'Internet en détention. Merci Jean, nous arrivons presque au terme de cette présentation. Nous n'allons pas développer ici le chapitre 3 du rapport qui porte sur la réinsertion, puisque ce sera l'objet de notre table ronde de cet après-midi. La vocation de ce rapport est qu'il puisse être porté sur le long terme. Nous avons bien conscience que les 25 préconisations qui s'y trouvent mettront certainement bien du temps à être mises en œuvre, mais nous avons lancé, à sa parution en octobre, une vaste campagne de plaidoyer et d'interpellation à destination des pouvoirs publics, évidemment les différents représentants du ministère de la Justice, mais plus largement, nous avons également souhaité interpeller les autres ministères dont nous aimerions qu'ils se saisissent parfois plus de cette question et que la question des personnes placées sous main de justice ne reste pas uniquement le précaré du ministère de la Justice, mais que ceux de la santé, de l'éducation, etc. puissent aussi parfois s'en saisir plus fortement. Jean va donc vous faire un bref retour sur le début de cette campagne de plaidoyer. Eh bien, d'abord, si vous êtes là, c'est qu'elle a porté quelques fruits. C'est que vous en avez entendu parler et on espère que vous allez continuer à la porter. Parce que ces 25 recommandations, ce n'est pas qu'un plaidoyer national d'appareil, voilà. C'est aussi une manière de vivre sur le terrain et vous en êtes les acteurs et les garants. Et on espère que vous vous saisirez de ces recommandations. Donc on a été auditionné, on a commencé, on a fait notre boulot de nationaux, on a commencé donc à en parler, on en a parlé tout à l'heure devant la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui nous a auditionnés. Aussi, on a présenté le sujet à M. Jean-Marc Sauvé en sa qualité de président du comité des États généraux de la justice. On a en prévision de le présenter devant le CNLE, le comité scientifique du CNLE, ou peut-être en plénière, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et enfin, on a été auditionné par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les dysfonctionnements de la politique pénitentiaire. Et je ne sais pas si on a été vraiment entendu, Marion. Effectivement, le rapport est paru récemment de cette commission d'enquête. Et si nous ne pouvons évidemment que saluer le fait que le rapport se positionne en faveur du développement des alternatives à la prison et des aménagements de peine, ainsi que sur celui du travail et de la formation professionnelle, nous déplorons qu'une fois de plus, et c'est également le cas pour de très nombreux candidats aujourd'hui à l'élection présidentielle, le rapport transmette l'idée illusoire que construire de nouvelles places de prison constituerait une solution à la surpopulation carcérale, alors que l'intégralité des statistiques sur les 30 dernières années démontrent le contraire et que les acteurs associatifs, les professionnels de terrain, sont quasi unanimement opposés au plan pénitentiaire. Nous sommes par ailleurs quelque peu inquiets quant à la remise en cause du principe d'encellulement individuel qui est porté par le rapport. Et nous rappelons que ce principe, certes jamais appliqué, n'est inscrit dans la loi que depuis 1875 et qu'il demeure un droit pour les personnes détenues qui le souhaitent. Et nous ne souhaiterions pas que cette question soit instrumentalisée pour servir de prétexte à la construction de nouveaux établissements. Enfin, et nous arrivons au terme de cette présentation, nous avons remis le rapport et échangé avec plusieurs acteurs, notamment la ministre de l'Insertion, Brigitte Klinkert, M. Jean Castex, en sa qualité de Premier ministre au cours d'une réunion du collectif Alerte, Mme Dominique Simoneau, que j'ai vu arriver dans la salle, oui. Également Mme Claire Hédon, défenseur des droits, et Marine Jantet, déléguée interministérielle à la lutte contre la pauvreté, puisque nous aimerions beaucoup que s'il y a une prochaine stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, elle comporte cette fois-ci des mesures à destination des personnes détenues, ce qui n'était pas le cas de la précédente. Jean et moi avons déjà beaucoup parlé et nous allons maintenant laisser la parole à la salle. Vous avez Marie et Pierre qui sont là et auxquels vous pouvez faire signe si vous souhaitez prendre la parole. Et pour vous répondre, je vais inviter à revenir sur scène Véronique et Antoine et également à nous rejoindre Samuel Gauthier, fondateur d'Emmaüs l'Espinassière, une structure d'accueil de placement extérieur située dans l'Aude, et Jérôme Morillon, qui est animateur justice et prison pour le Secours catholique dans le Pas-de-Calais. Et nous allons tout de suite leur laisser la place.
Alors, il est toujours très difficile de se lancer sur la première question, mais ça nous tenait vraiment à cœur de ne pas seulement vous présenter ce rapport, mais de pouvoir en parler avec vous. Ou alors c'est qu'on vous a assommé complètement, là. Fallait prendre plus de café, hein. Ah, voilà, ça commence. Moi, c'est pas vraiment une question, c'est surtout pour saluer le travail. Un des gros problèmes de la prison en France, c'est qu'on a peu d'études précises, documentées, et vraiment celles que vous avez faites démontrent bien à la fois les trois différents points importants qui sont l'entrée, le pendant et puis la sortie. Et donc, plus effectivement des études comme ça seront faites, et Dieu sait si ça vous a pris 2 ans pour le faire, montre bien effectivement la réalité, c'est-à-dire que si effectivement les pouvoirs publics s'attaquaient réellement à la question de la pauvreté, effectivement nous aurions au moins 15 000 personnes en moins et donc 15 000 places de prison à ne pas construire. Je suis Alexandre Duval-Stala, je suis président de l'IR pour en sortir. Oui, n'hésitez pas à vous présenter, peut-être nous dire votre nom et d'où vous venez en introduction des questions. Alors peut-être ce qu'on peut proposer, le temps que les questions viennent, une intervention de Jean-François, délégué général d'Emmaüs France. Je te laisse le micro, Jean-François. Bonjour à toutes et à tous, donc Jean-François Maruzisac, directeur général d'Emmaüs France. Mais une fois de plus aussi, comme l'a dit Alexandre, remercier Jean-Marion et toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce chantier de plus de 2 ans, à tous ceux qui ont été à l'initiative, et qui est une originalité effectivement dans le paysage des personnes sous main de justice. Je me disais, avant que la salle ne prenne la parole, c'est ce qu'on souhaite, que ça soit quelque chose de vraiment interactif, quelque chose que vous vous appropriez. Je me suis dit 25 recommandations. Mais au fond, c'est un petit peu une question que je pose à Marion et Jean. En tête, vous en auriez en fait combien de plus, combien de recommandations de plus il pourrait y avoir? Parce qu'à un moment donné, j'imagine bien qu'il a fallu se limiter pour que c'est un peu de sens en termes de plaidoyer, mais au fond, combien de recommandations supplémentaires il y aurait pu avoir dans ce rapport? Même si on a dû faire un effort de synthèse, bien sûr, je crois qu'il y a des gros sujets, et quand on touche, paf, quelque chose de fort dans l'intimité des gens, dans la dignité des gens, eh bien, on arrive à bien cibler, cerner les sujets. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Oui, effectivement, Marion. Je pense qu'on aurait pu en avoir une centaine et ça aurait été un petit peu indigeste sans doute pour vous comme pour nous. Mais ce qui a souligné aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de propositions extrêmement originales des personnes détenues. On a retranscrit les propositions majoritaires. Mais par exemple, on a eu énormément de propositions assez diverses autour de la question de la transition écologique, du fait que l'environnement serait un moyen de créer de nouveaux métiers en détention, de limiter le gaspillage dans les prisons ou encore d'améliorer l'alimentation. Donc on a eu effectivement quelques propositions aussi auxquelles nous-mêmes ne nous attendions pas et qui sont retranscrites en partie dans le rapport. Oui, et qui montrent que les personnes détenues, loin d'être une charge ou quelque chose en trop dans la société, peuvent contribuer au bien commun. Et ça, c'est une chose importante. Ils gardent un rôle plein et entier de citoyen, quoi, et qui peut commencer dès la détention, quoi. Mais c'est peut-être pas trop à nous de parler. Alors peut-être en attendant les questions, on peut peut-être laisser la parole à Jérôme et Samuel, oui, pour nous faire part de votre expérience respective de terrain et du coup, en parallèle de ce rapport, voilà ce que vous pensez à partir du terrain. Merci. L'idée à travers le rapport, c'est de faire exister les personnes qui le représentent et notre capacité en termes de réseau et l'occasion que nous avons de faire des rencontres avec des personnes placées sous main de justice et incarcérées, c'est de pouvoir mettre des prénoms derrière des situations. Il est fort intéressant de pouvoir balayer quelques aspects du rapport en disant cette situation, eh ben, c'est Claude, c'est Doriane, c'est Michel qui nous l'a aussi partagé. De fait, l'opinion publique, enfin moi j'y crois et on est plusieurs à y croire, ne verra plus la masse indistincte et anonyme des personnes incarcérées, mais plutôt des personnes à rencontrer qui ont un prénom, qui ont un passé, certes, mais qui ont le droit à un avenir. Les personnes détenues que nous rencontrons nous disent souvent, avec vous, avec les associations, parce que vous nous mettez en confiance, parce que vous nous renvoyez vers les institutions qui sont prévues dans des parcours socio-judiciaires, nous permettent d'exister et d'être reconnus comme des personnes.
Moi, je vous invite à essayer d'imaginer que derrière ce rapport, derrière ces analyses, il y a des hommes et des femmes. Merci beaucoup, Jérôme. Et effectivement, on a essayé de les retranscrire à travers de très nombreux verbatims dans le rapport pour, plutôt que de reformuler la parole des personnes, la mettre telle qu'elle. Est-ce que Samuel, peut-être, tu veux nous dire un mot par rapport à Emmaüs Lespinassière, j'allais dire un projet, mais qui n'en est plus un depuis quelques années. Merci pour ce rapport. Je me souviens encore de la réunion dans laquelle on a esquissé cette idée de faire une étude sur cette question-là. Et je suis très heureux aujourd'hui de voir le résultat. C'est riche, c'est très très riche. Et je rejoins ces propositions. Alors c'est un peu vertigineux de voir toutes ces propositions et de se dire mais par quel bout on commence, comment on fait changer les choses, ça va prendre du temps. Sans doute qu'il va falloir prioriser certaines propositions. Mais voilà, en tout cas, elles sont là, elles sont écrites et elles doivent être portées effectivement par nos organisations et aussi par la société civile. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, alors, il y a quelques propositions comme ça qui nous sautent aux yeux, où on dit, mais là, effectivement, la question de la comparution immédiate, qui est récente dans notre histoire, à un moment donné, il faudra vraiment poser la question de est-ce qu'on plaide pour son abolition ou pas, on connaît le côté pourvoyeur d'incarcération de ce dispositif, et donc à un moment donné, il faut vraiment qu'on se positionne. Alors, et la deuxième chose que je voulais dire, c'est sur la place de la société civile. L'administration pénitentiaire est une administration avec ses logiques, avec son histoire, et c'est une administration qui est difficile à faire avancer ou à faire bouger. Et alors, Dieu sait si c'est compliqué d'intervenir en détention ou d'intervenir dans le champ de la justice, mais en tout cas, la place de la société civile, pour moi, elle est très importante. Il faut se battre pour se faire cette place. Nous, on l'a expérimenté en créant la première petite sœur de la ferme de Moyenbry, donc une structure qui accueille des personnes en fin de peine sous le régime du placement extérieur. C'est difficile de monter ce genre de structure, de partir de rien et puis de créer une structure comme ça, d'avoir la confiance des partenaires. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, la clé, une des clés en tout cas pour faire avancer nos combats, c'est la société civile et la place qu'il faut prendre, le pied qu'il faut mettre dans la porte pour faire avancer les choses. Merci beaucoup Samuel et Jérôme pour ce retour. Peut-être, je vois des mains qui se lèvent dans la salle. Bonjour, je suis Dominique Simoneau, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté. Ouf. Je voudrais revenir sur la comparution immédiate. La comparution immédiate est la principale pourvoyeuse de cellules, mais elle n'est pas du tout récente dans notre histoire puisqu'elle date de 1863. Et déjà, elle était critiquée pour son ultra-rapidité. Un juge d'instruction célèbre à l'époque avait dit je crains que tout soit bâclé, qu'on juge les gens par-dessus la jambe. Enfin, il parlait beaucoup mieux que ça. D'ailleurs, c'était en langage écrit, donc c'était beaucoup mieux. Bon, bref. Et donc, de tout temps, la comparution immédiate a été l'objet de critiques. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle est trop pratique. Elle est très pratique parce qu'elle gère les stocks, comme ils disent, les flux. Elle s'est transformée. Il y a longtemps, on les appelait les flagrants délits, mais c'est toujours les flagrants délits, les flags. Je rappelle qu'on peut prendre 10 ans en comparution immédiate, que je sors d'un tribunal là, dont on a visité la prison ces 3 derniers jours, où il y a un type qui a pris 5 ans en comparution immédiate. Et dans un autre tribunal, les magistrats me disaient qu'ils étaient très déçus du travail, et ça fait 2 ans qu'ils s'interrogeaient là-dessus, sur le travail de l'association qui fait les enquêtes sociales rapides avant le passage à l'audience, parce qu'elles étaient ni faites ni à faire. Texto, ils disaient que le travail était indigent et que pour ça, ils recevaient de l'argent de l'État. Alors, je trouve ça quand même... Mais c'est hallucinant d'entendre ça dans la bouche de chefs de juridiction qui savent depuis 2 ans donc, que les enquêtes sociales rapides ne leur servent à rien parce qu'elles sont très mauvaises. Et c'est bien le problème des compas, c'est que les gens arrivent, sont jugés en 20 minutes, top chrono, plaidoirie comprise, sans que les magistrats aient entre les mains de quoi les juger, des enquêtes de personnalité sérieuses, des enquêtes sur les garanties de représentation. Donc c'est vraiment une machine à enfermer qu'il faut absolument faire réformer.
Mais je vous le dis, ça ne va pas être simple parce que, en raison de... Justement parce que ça sert à écluser. Il n'y a pas d'autre mot. Mais je pense que si on s'y met tous, on peut y arriver. Il faut impliquer énormément les avocats là-dedans et les magistrats, dont beaucoup ne supportent plus non plus les audiences qui se terminent à 3 heures du matin. Je sais pas, il faut aller porter la bonne parole un peu partout là-dessus. Mais c'est vrai que ça va être compliqué. Mais c'est vraiment une procédure épouvantable quand il s'agit, comme à Paris, de juger 18 dossiers dans l'après-midi, c'est-à-dire dans la nuit. Merci beaucoup, Madame Simoneau, pour ce témoignage. Et effectivement, nous continuerons à apporter avec beaucoup d'acharnement cette bonne parole. Et nous avons aussi beaucoup d'alliés dans le secteur associatif et dans les différents représentants des professions d'avocats et des professions de juges qui, effectivement, trouvent bien des points d'accord avec nous sur ce sujet. Je crois qu'il y avait d'autres questions. Je vous propose qu'on prenne peut-être 2 ou 3 questions d'affilée. Et ensuite, on invitera nos participants à vous répondre. Bonjour à toutes et à tous, Gabi Mouesca. J'ai une question. Ce document, tout le monde ici est d'accord sur le fait que c'est un document majeur dans l'intérêt de la société, dans l'intérêt évidemment du monde carcéral et péricarcéral. Nous rentrons dans une période d'élections présidentielles, législatives. Est-ce que Emmaüs France, est-ce que le Secours catholique va porter ce document à la connaissance de ceux qui prétendent être le président ou la présidente de la République et ceux qui, dans un second temps, vont se présenter aux législatives. Parce qu'effectivement, c'est important que ce soit les personnes détenues qui soient mises au cœur de ce travail. Et c'est sûrement la dimension la plus grande et honorable de ce document. Mais c'est le politique qui a la clé, hein, si vous me permettez ce mot un petit peu osé dans ce contexte. C'est le politique qui a la clé du changement. Et alors, je ne connais pas toutes les personnes qui sont derrière moi, derrière les masques. Peut-être y en a-t-il qui sont ici, mais c'est vers eux qu'il faut aller et exiger ce que le monde carcéral et péricarcéral, ce que les citoyens et citoyens exigent aujourd'hui au nom de nos valeurs républicaines, au nom de nos valeurs humanistes, comme changement dans ce monde-là. Donc, question, est-ce que vous allez porter aux yeux des candidats ce document ? Je vais peut-être laisser nos présidentes et présidents respectifs répondre à cette question. Merci beaucoup, Gabi. Non, je dirais effectivement que ce travail il a été fait et donc depuis 2 ans et qu'il faut le valoriser. Donc nous rencontrerons effectivement les candidats qui voudront bien nous rencontrer, c'est en cours, et nous présenterons effectivement ce rapport. Hein. Déjà, nous l'avons présenté dans les ministères et ailleurs, et c'est important effectivement, 1 pour le politique et 2 aussi pour le changement de regard de notre société civile dont on parlait tout à l'heure. Il y a énormément de préjugés parce qu'on ne connaît pas finalement le monde de la prison, qui est un monde parfois fermé. Et donc c'est très important de faire changer ce regard pour que demain on puisse proposer des alternatives à la prison. Oui, je suis très heureux de répondre à Gabriel, qu'on connaît depuis longtemps, sur ses convictions qui nous ont effectivement amené dans Emmaüs un sang un peu neuf pour ces questions. Sur ce choix d'interpeller les politiques, nous avons fait le choix plutôt non pas de délaisser, mais de mettre l'accent surtout sur les législatives qui vont suivre. On s'est rendu compte que dans le débat général auprès des candidats présidents, pour des expériences que nous avons faites dans le passé, on a des gens qui sont prêts à nous donner tout un tas de trucs rassurants, qui tombent aussitôt juste après dans l'oubli. Et c'est ça qui est le drame de cette question, c'est qu'effectivement c'est une poche d'oubli, comme il en existe sur un certain nombre de sujets. Donc nous faisons un travail actuellement pour préparer toutes nos troupes, entre guillemets, à interpeller très vivement un niveau politique qui est peut-être plus en proximité, qui est celui des candidats aux législatives. C'est là que nous porterons notre effort, parce qu'on pense que là, on peut, en proximité, peut-être avoir un peu d'écho. Il ne faut pas oublier quand même que ce sujet, il est complètement effacé par le débat sécuritaire. J'écoutais ce matin encore à la radio une analyse qui a été faite par des tas de gens tout à fait compétents, et on voit bien que les peurs sont mises en avant. Il n'y a pas de place dans le débat présidentiel actuellement, vraiment entendable. Il n'y a pas de place pour le débat sur les prisons, sur le problème de la justice. Donc nous mettrons plutôt l'accent sur l'interpellation aussi vive que possible en proximité par la voix des candidats aux législatives.
Merci beaucoup à tous les deux. Et effectivement, nous continuerons cette collaboration et cet effort conjoint d'Emmaüs France et du Secours catholique pour porter ces messages. Je crois qu'il y avait d'autres questions. Florence ? Merci Marion. Je suis Florence Laufer, la directrice de Prison Insider, et je salue moi aussi vraiment la dimension remarquable du rapport, la solidité, et en même temps la simplicité, l'évidence peut-être de certaines des recommandations qui sont là, et c'est ce qui fait leur force. Je suis très heureuse de cette journée. Je suis fière et inspirée finalement par la quantité des acteurs qui sont là, par cette envie de bouger. Je vois aussi la qualité du travail que fait la Contrôleure générale en France. Et en même temps, avec la vision de la comparaison internationale qu'amène Prison Insider, le constat est quand même là, la France ne s'en sort pas très bien. Et il y a un contraste pour moi entre le dynamisme de tous les acteurs et en même temps cet immobilisme face à des condamnations de la CEDH, mais face aussi à des réactions de commissions, etc. Immobilisme, voire parfois encore un retour en arrière. On a l'impression, non seulement les recommandations peut-être positives ne sont pas prises. Donc je pense que ça souligne vraiment ce que disait Gabi et ce que vous avez dit avant, le fait que ce rapport-là, il faut le porter conjointement. Je pense que c'est très important de garder le lien avec l'international aussi. Au niveau du Parlement européen, il y a quand même beaucoup de parlementaires qui commencent à se saisir de la question. Alors, c'est évidemment des juridictions nationales, ce n'est pas les mêmes sujets, mais je pense que plus on arrive à montrer que ça n'est pas une fatalité et que le retour vers du sécuritaire n'est pas la seule façon d'obtenir des voix, etc., plus on peut vraiment faire en sorte que le changement soit porté par les décideurs à leurs différents niveaux. Donc ce que je serais très heureuse de voir, c'est la suite de la vie de ce rapport. Je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup d'énergie parce que c'est peut-être pas une évidence. Merci beaucoup Florence pour cet éclairage effectivement plus international et européen, puisque voilà, Florence animera un atelier juste après la pause aussi pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus justement sur ce positionnement de la France par rapport aux autres pays européens et des initiatives qui existent chez nos voisins. Avant qu'on enchaîne sur une petite pause méritée, je vous propose de prendre, s'il y en a encore une ou deux questions de la part de la salle. Alors les trois, parfait. Thierry Masse, Secours catholique de l'Essonne. Beaucoup de solutions n'appartiennent ni aux associations, ni au ministère de la Justice. Peut-on dire que d'autres ministères sont véritablement saisis par les problèmes que l'on pose ? Avons-nous des correspondants identifiés dans d'autres ministères qui pourraient s'emparer de certaines propositions ? Ou bien tout se passe-t-il principalement par le ministère de la Justice ? On peut peut-être grouper avec une autre question, comme on n'a plus trop de temps. Bonjour, Sylvain Lebec d'Emmaüs Défi, à quelques centaines de mètres d'ici. Donc il y a le rapport, il y a des propositions, et là on parle beaucoup de plaidoyer, c'est nécessaire, mais moi et j'espère nous, qui dans la salle, certains qui viennent de groupes de terrain locaux, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Est-ce qu'il y a des situations spécifiques, prioritaires parce que comme tu disais Samuel tout à l'heure, c'est immense en fait. Et voilà, est-ce que nous, il y a des priorités à mobiliser les politiques ? Est-ce qu'il y a des priorités aussi pour les acteurs de terrain ? Merci beaucoup. Et on va peut-être prendre une dernière question avant d'enchaîner sur les réponses. Bonjour, Christophe Bigot, Secours catholique de la Sarthe. Que nous répondent les politiques lorsqu'on leur dit que la Hollande a fermé des prisons ces années passées ? La question est terminée. Et ils nous répondent comme bien souvent que la Hollande n'est pas la France et qu'en France, tout est différent et qu'on ne peut pas faire ce qu'on fait à l'étranger. Mais effectivement, nous ne sommes pas très convaincus non plus. Et je crois qu'Éric voulait intervenir pour répondre à une des questions. Oui, bonjour à tous. Plus près du micro. Plus près de la bouche, normalement. J'étais sage jusqu'à maintenant et je vais prendre un peu la parole. C'est pas mon habitude. D'habitude, je suis pas sage. Parlez plus près du micro. Pour répondre à Gabriel et à d'autres, à partir du moment où
individuellement, on se sent concerné, pas simplement vous qui êtes dans la salle, mais les personnes, par exemple, que j'ai rencontrées dans le métro, où j'ai entendu d'ailleurs le mot prison, parce qu'il y a une dame qui allait faire son travail et qui a son frère qui vient d'être incarcéré à Fresnes. À partir du moment où toutes les personnes qui constituent le ticket de vote, parce que la clé c'est le ticket de vote, le bulletin de vote, à partir du moment où tout le monde se sentira concerné, pas forcément pour soi, pas forcément pour son voisin, mais se dire ça peut m'arriver, une soirée trop arrosée, une bagarre, tout le monde est concerné. Et là, les gens, l'opinion publique, la société civile pourra se dire je risque d'être confronté à cette situation-là, je veux l'améliorer. Aujourd'hui, la situation, c'est pas mon problème. La poubelle du monde, c'est-à-dire la prison, on ne veut pas en entendre parler. À partir du moment où tout le monde se sentira concerné, retransmettez l'information, le relais, quand tout le monde se sentira concerné, là, les choses bougeront. Et on commence à le voir maintenant, malheureusement ou heureusement, avec les hommes politiques qui connaissent le milieu carcéral et qui aujourd'hui s'offusquent dans les journaux en disant les conditions sont horribles. Ça fait 50 ans que ça dure. Il faudrait peut-être que aussi on prenne conscience que c'est une réalité de poubelles françaises dans les prisons. Merci beaucoup, Eric. Je crois que Eric aussi nous appelle à une mobilisation de tous, de chacun, de chaque citoyen. Gabi a parlé du terme citoyen. Je crois que l'action, le plaidoyer, c'est aussi dans notre responsabilité. Et on entendait la question, quelles sont les priorités locales? Mais je crois que c'est aller voir les acteurs locaux, parce qu'au-delà des dispositifs nationaux qui sont pensés plus ou moins en lien avec le terrain, il y a des manières de les adapter au niveau de chaque terrain. Je ne dis pas d'être illégal, hein, mais de négocier avec tel chef d'établissement, avec tel SPIP, avec telle personne. Et je crois que c'est une histoire de relation de personne à personne pour essayer de faire avancer les choses. Il y a des gens de bonne volonté dans tous les corps constitués. Et donc, c'est ensemble qu'on peut essayer, en même temps par le haut et en même temps par le bas, de faire avancer les 25 recommandations. Oui, tout à fait. Et je pense que les ateliers qui auront lieu après la pause vous donneront aussi pas mal d'idées concrètes sur effectivement comment les acteurs de terrain peuvent se saisir et mettre en place des choses pour faire évoluer la situation. Mais je ne sais pas si Jérôme ou Samuel, vous aviez envie de réagir peut-être sur ce point du qu'est-ce qu'on peut faire concrètement aujourd'hui. Alors, oui, il y a ce qu'on fait très concrètement, puis ce qu'on porte comme parole. Enfin, pour te répondre sur ce qu'on peut faire très directement, aller voir le SPIP en disant voilà, moi, je suis membre d'une structure, nous, on est prêt à accueillir des gens en aménagement de peine ou en alternative à l'incarcération, c'est un premier pas. Ça va être intéressant de confronter vos valeurs et votre façon de fonctionner avec celle de l'administration pénitentiaire. Ça ne peut évoluer que dans un dialogue. Et voilà, moi je plaide pour que toutes les structures Emmaüs se tournent aussi vers le monde carcéral, vers le monde de la justice. C'est notre affaire à tous. Donc voilà, je pense qu'une des premières choses peut être déjà de se tourner vers ce public-là. Il faut y aller, en fait, c'est compliqué. Enfin, nos communautés sont débordées de demandes, il n'y a jamais de place. Et donc on ne va plus vers la prison, parce qu'effectivement on a autre chose à faire, mais se tourner ou faire ce choix de réserver une place dans chaque communauté pour une personne qu'on attend, parce qu'effectivement les temps aussi d'attente sont très longs. Nous, des fois, on va recruter, enfin entre le moment où on rencontre la personne et le moment où elle arrive, effectivement dans notre structure, il se passe 2 ans et demi. Donc c'est très long pour les structures. Pour nos structures, ça implique de garder des places et c'est compliqué. Mais voilà, ça peut être une volonté d'une structure de garder des places. Il y a l'action très concrète et puis ensuite de réfléchir à ce qu'on porte au sein de notre groupe comme parole et qu'est-ce qu'on a envie d'aller défendre. Est-ce que effectivement le maire d'arrondissement ou le député du coin peut être le bon interlocuteur pour une structure locale? Jérôme, je ne sais pas si tu souhaitais dire quelques mots en complément. En complément de ce qu'on vient d'entendre, moi je dirais de donner le témoignage d'expériences positives. On ouvre n'importe quel journal de presse quotidienne, régionale ou nationale, et on fait état de dangerosité de personnes, de récidives, etc. Ce qui fait peur à l'opinion publique. Par expérience, moi, je me suis déjà fait accompagner de personnes qui avaient connu l'incarcération dans des temps de formation de bénévoles, et puis de présenter la personne comme acteur ou actrice du Secours catholique. Et puis,
on met en route la machine de formation et la personne révèle à un moment donné un passé carcéral. Ça change, puisqu'elle s'est fait connaître comme une personne avant tout, avec une expérience et des capacités qui sont les siennes, relationnelles. Et le fait de reconnaître aussi que cette personne est passée par la case prison et qu'aujourd'hui elle est en capacité de nous apporter une expérience particulière, tout ça fait tomber les a priori et les préjugés. Donc si les médias pouvaient relayer les capacités qu'ont les personnes à rebondir, à se reconstruire, à traverser les obstacles, et Dieu sait s'ils sont nombreux, les obstacles à la libération, voilà aussi un plaidoyer qui ne fait pas partie des 25, mais qui fait partie des 25 autres. Oui, et qui est un plaidoyer, je pense, quotidien des différents acteurs de nos réseaux et de beaucoup d'autres associations, effectivement, aux côtés des personnes. Alors, je crois qu'il y avait une dernière intervention avant qu'on clôture ce premier temps d'échange. Oui, pardon, c'est pour quand même aller sur le champ de ce que Gaby demandait, sur le champ politique, ce qui de vous, monsieur, sur le champ de quels sont nos interlocuteurs au niveau gouvernemental. Ça. Quand nous décidons en fait d'aller remettre le rapport au Premier ministre, c'est déjà un premier geste que de sortir de son silo la question des personnes sous main de justice et de la porter par ailleurs sous l'angle des personnes qui sont en situation de grande pauvreté. C'est déjà un premier pas, qui n'a pas reçu un grand écho, je vais vous le dire tel que c'est, mais nous avons quand même fait ce geste et cette manifestation de notre propre initiative de lui remettre en main propre ce rapport. Ensuite, la réalité, nous avons déjà eu l'occasion d'en parler avec Dominique Simoneau, c'est qu'il puisse y avoir effectivement un traitement qui soit interministériel. À partir de cette démarche de dire, ça n'est pas qu'une question de justice, c'est une question qui est beaucoup plus large que celui-ci. C'est de dire, il faut qu'il y ait plusieurs ministères autour de la table. Et notamment, soyons aussi clairs, dans notre beau pays, il faut qu'il y ait autour de la table l'Intérieur et Bercy, qui sont détenteurs d'une bonne partie des réponses. Parce qu'aujourd'hui, la question, elle est traitée essentiellement sous l'angle de la sécurité et sous l'angle de finances. Et de fait, si nous n'avons pas ces interlocuteurs-là autour de la table, peu de choses avanceront, malgré tous les grands ministères qui puissent exister dans notre beau pays. Merci beaucoup, Jean-François. Je vais remercier nos intervenants. Merci beaucoup à vous. Et je vais maintenant, juste avant la pause, laisser la parole à Axel de Russet, qui est la photographe qui est à l'origine de l'exposition dont vous pourrez profiter durant toute la journée. Est-ce que Axel est par là? Oui, parfait. Pour nous dire quelques mots de présentation de cette exposition. Et puis Axel sera également présente pour toute la journée, si vous souhaitez vous adresser à elle ensuite. Ben, vous pouvez aller au pupitre. Bonjour. Merde. Les aléas du direct. J'ai pris mon appareil photo, comme ça vous voyez bien que je suis photographe. Je m'appelle Axel de Russet, je suis photographe. J'ai eu l'occasion de travailler en tant que photographe à Joux-la-Ville, dans le centre de détention de la Joux-la-Ville, près d'Auxerre, pendant quelques semaines dans le quartier femmes. Et là, j'ai rencontré 5 femmes. Donc Joux-la-Ville, c'est des longues peines. J'ai rencontré 5 femmes qui étaient en fin de détention. Enfin, on était un groupe de 11, on a fait un travail photographique à l'intérieur. Et il y a de fil en aiguille, on s'est très bien entendu avec 5 femmes qui allaient sortir. Et j'ai été... Bon, moi, je suis photojournaliste à la base. Je travaille beaucoup normalement pour la presse. Et là, j'ai été très touchée par ces femmes et surtout par le fait qu'elles étaient terrorisées, vraiment terrorisées par la sortie, qu'elles n'avaient plus aucun contact avec leur famille depuis des années. Même Ramouna, que vous verrez dans l'exposition, elle n'avait eu aucune visite. Elle a fait 15 ans de prison. Sur les 10 dernières années, elle n'a eu aucune visite. Et aucune n'était préparée à la sortie, à la réinsertion. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas de plan de logement, de plan de travail. Voilà, les liens familiaux étaient totalement rompus. Donc pour elle, la sortie était vraiment plus angoissante que de rester en prison. Et c'est là que ça m'a vraiment surpris. Et je me suis dit, ok, ces femmes, je veux les revoir, les suivre et raconter leur quotidien dehors, comment on passe d'un univers très rigide, très réglementé, presque infantilisant, à tout d'un coup une extrême liberté hyper angoissante et un vide absolu, en fait, une immensité qui semblait ingérable pour elles. C'était des sorties sèches pour la plupart, donc sans accompagnement dehors. Et voilà, donc elles m'ont contactée à leur sortie.
pour certaines le jour de leur sortie. Donc par exemple Magali, que vous verrez dans l'exposition, elle m'a appelée la veille de sa sortie, j'ai été la chercher. Et j'étais toute seule en fait, donc j'étais très étonnée de me dire, voilà, je voulais faire des photos, des embrassades. Et puis je regarde, je vois personne, je dis mais qui vient te chercher? Bah toi. Bon, ok. Donc et on va où? Bah je sais pas. Donc ok. Donc ça s'est passé comme ça au fur et à mesure. Voilà, la réalité, c'est qu'elles se sont retrouvées. Donc moi j'ai suivi 5 femmes. La première est sortie en octobre 2018. Je continue à les suivre aujourd'hui, je les vois quasiment tous les mois, tout le temps. On est à 4-5 ans de la sortie, fin 2018. La première, elle est sortie en décembre 2017. Donc ça fait longtemps, il n'y en a aucune qui a retrouvé du travail. Il y en a une qui est décédée parce qu'elle est retournée chez son conjoint qui l'a massacrée. Donc sur les 4, il n'y en a aucune qui a retrouvé du travail. Donc je ne veux pas être... Voilà, moi, mon expérience, elle est empirique. Elle parle d'un groupe de 11 femmes, dont 5 que j'ai suivies. Mais sur les 11, je sais qu'elles sont presque toutes dans la même situation. Donc pour ce qui est des femmes et le focus qu'on fait aujourd'hui sur les femmes à travers l'exposition, en fait, vous êtes bien plus avertis que moi, puisque de ma petite expérience, j'oserais pas dire de bêtises, mais il n'y a que quand même deux centres pénitentiaires réservés aux femmes en France, qui sont Rennes et Versailles, il me semble. Il n'y a que 13 quartiers femmes dans toute la France en centre de détention, qui sont très souvent éloignées des lieux de vie. Donc les femmes, évidemment, elles sont complètement coupées de leur famille, elles n'ont plus aucun lien familial quand elles sortent. Elles n'ont pas de visite, ça vous le savez. Les hommes reçoivent beaucoup plus de visites que les femmes. Elles ne sont pas orientées vers le marché du travail. Quand elles sortent pour les aménagements de peine, vous me dites si je me trompe, parce que vous connaissez certainement mieux que moi, voilà, les aménagements de peine orientés vers le travail sont réservés aux hommes. Je crois que pour 100 places, il y en a une pour les femmes. Elles sont réorientées vers la famille. Quand elles sortent, c'est pour aller s'occuper des enfants. Donc, elles se retrouvent dehors, évidemment, automatiquement, quand il n'y a pas de suivi. Et voilà, sortie sèche, il n'y a pas de suivi. S'il y a des spipes dans la salle, peut-être qu'on peut en discuter. Elles se retrouvent directement replongées dans le cercle de la pauvreté. Enfin, moi, de ma petite expérience, c'est automatique. Donc il y a très peu de... Et même, les femmes, vous verrez l'exposition, il y en a une qui vit à Troyes, une à Carcassonne, une à Verdun. Moi, je n'ai pas trouvé de structure qui s'occupait des femmes, en fait. Peut-être que je me trompe, s'il y en a qui peuvent me contredire, ça serait bien. Je sais qu'il y a Gabi Mouesca qui travaille là-dessus dans les Landes. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup venir, mais bon, je parlais. Voilà. Donc cette exposition, moi, elle me tient énormément à cœur. C'est des femmes qui font partie de ma vie. Comme le disait Jérôme tout à l'heure, voilà, il y a un énorme préjugé par rapport aux ex-personnes détenues, en particulier des femmes, parce qu'il y en a beaucoup qui sont mères. Je crois que 50% des femmes détenues sont mères de famille. D'ailleurs, il y a aussi le problème des enfants placés, mais ça, on va peut-être pas en parler. Et donc moi, dans l'exposition, par exemple, j'ai choisi de pas du tout dire ce qu'elles avaient fait. Non pas qu'elles n'étaient pas d'accord, mais parce que je pense que le public, il faut qu'il leur donne une deuxième chance, comme disait Jérôme. Pourquoi on le dit si on a envie de le dire, on le dit dès qu'on le dit, j'ai l'impression qu'on est jugé. Donc l'exposition, elle a été montrée à Visa pour l'image, qui est un festival de photojournalisme à Perpignan, où il y a eu beaucoup de public. Et tout le monde venait me voir et me demander qu'est-ce qu'elles ont fait. Et j'ai dit non, j'ai décidé de ne pas le dire, en fait. Pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce que si vous les croisez dans la rue, si vous les voyez, eh ben, elles ont droit à une deuxième chance. Vous avez le droit de les laisser vivre leur vie. Voilà, et vous ne saurez pas. Et tous voulaient savoir. Après, voilà, ça c'est l'autre message que vous pouvez me poser des questions après si vous en avez envie, mais je pense que vous avez tous des questions à vous poser et plein de choses à vous dire. Mais voilà, l'expo, moi mon objectif c'était qu'elle tourne. Il y a eu le Covid, il y a eu plein de blocages dans les salles d'expo, dans plein de lieux. J'aimerais qu'elle soit utilisée comme un outil de prévention, même à la PJJ ou autre. Ça m'intéresserait de la montrer. Et je ne sais plus ce que j'allais dire. Le public à Visa, pour l'image, c'est en toute humilité, les gens ressortaient très très émus, voire en pleurant, et ils me disaient voilà, vous avez
humaniser ces femmes. On s'est rendu compte qu'elles étaient humaines, qu'elles étaient normales. Et c'est ce que disait Jérôme, en fait. Il y a des chiffres qui font peur. Il y a une déshumanisation. Et tout d'un coup, là, qu'elles aient le courage de montrer leur visage, d'être suivies dans leur quotidien, parce que leur quotidien, vous allez voir, il n'est pas facile. Elles dorment dehors, elles dorment dans des voitures. Enfin là, il y a 15 photos, mais il y en a beaucoup plus normalement dans l'expo globale. Donc tous ceux qui veulent faire l'expo, n'hésitez pas à venir me voir à la fin. Et voilà, les gens, le sentiment que j'en ai eu, c'est qu'ils étaient touchés et que ça servait à ma petite échelle à quelque chose. Et donc, voilà, je rejoins Jérôme sur le fait qu'humaniser les personnes, les ex-personnes détenues, leur redonner une deuxième chance, je trouve ça important. Et j'espère le faire à travers l'exposition. Voilà. Merci Axel pour... Je voulais juste ajouter, c'est très important, il y a une des jeunes femmes qui s'appelle Adeline qui devait être là aujourd'hui et parler avec moi. Et la réinsertion des femmes, comme on le disait, est très difficile. Et elle a été terrorisée à l'idée de venir et elle en a été malade et elle n'a pas pu venir. Donc ça aussi, c'est mon grand regret. C'est que parler devant un public, de son expérience, c'est se montrer en image, ça va, et après s'exprimer. Et voilà. Donc j'espère que la prochaine fois, elle viendra. Merci Axel pour ces explications et puis pour toute la réalité que tu as partagée avec nous de ce travail photographique. Vous pourrez le découvrir et puis surtout poursuivre les échanges avec Axel et puis entre vous autour de l'exposition photo. Quelques petites consignes pour la suite de la matinée. On va faire un petit temps de pause, mais avant, on va se retrouver à 11h15 pour le démarrage des ateliers. Vous vous êtes inscrits en amont, chacune à des ateliers. Vous avez le nom de votre atelier si vous ne vous en souvenez plus sur la pochette sur votre dossier participant, pardon. Ensuite, vous irez déjeuner, c'est en autonomie, vous avez tous les éléments. Et si vous avez des questions, vous pouvez venir bien évidemment à l'accueil, on vous renseignera. On se retrouve à 14h dans cette salle pour reprendre les échanges et le concours d'éloquence à 14h, vraiment tapante s'il vous plaît pour le bon déroulement de la journée. Les ateliers sont dans le couloir par lequel vous êtes arrivés et l'atelier sur les alternatives à la prison aura lieu dans cet amphithéâtre. Donc petite pause, on redémarre à 11h15. Merci à vous. Regarde mon oreille. Non. Alors, je veux bien. Attends, hop. Est-ce que tu peux baisser un tout petit peu? Voilà. Parfait. Est-ce que tu peux cacher ton masque? J'en peux plus des masques sur les photos. Parfait. Parfait.